pour cette table ronde donc, consacrée à la patrimonialisation de la cuisine. Table ronde où nous allons pouvoir échanger autour de, j'allais dire, 3 approches, 3 points de vue sur cette patrimonialisation. Je vais revenir tout de suite sur ce terme. 3 éclairages différents. Tout d'abord, par Madame Siem Debabi Missaoui, professeure émérite de langue et civilisation arabe à l'université de la Manouba, à Tunis, membre de l'Académie tunisienne des sciences, arts et lettres, Beit al-Hikma, pardon pour mon accent, et qui, tout au long de sa carrière, j'allais dire, a dynamisé, a travaillé, a creusé le sillon des recherches en histoire de l'alimentation, notamment à travers des sources littéraires, histoire de l'alimentation du monde musulman. Donc, premier type d'approche, j'allais dire, de l'autre côté, qui porte sur l'autre côté de la Méditerranée, avec quand même un des fils rouges de votre réflexion, justement la question des patrimoines alimentaires. Deuxième approche, j'allais dire, d'un praticien, d'un homme de l'art, Marc Eberlin, qui est à la tête d'un haut lieu de la gastronomie française, l'Auberge de Lille, qui, en Alsace, qui s'inscrit dans une longue lignée de cuisiniers et de cuisinières. Donc là, j'ai envie de dire, une approche patrimoniale au sens strict du terme, un héritage familial. Et enfin, Madame Laura Verdelli, qui est maître de conférence en composition urbaine et projet d'aménagement à l'Université de Tours, et qui s'intéresse, autre approche, autre conception du patrimoine, qui s'intéresse au processus contemporain de protection, de patrimonialisation et de mise en valeur des paysages, et notamment en travaillant sur les paysages fluviaux. La Loire, mais aussi sur d'autres espaces, Italie, Portugal en particulier. Et aussi, d'ailleurs, du pourtour méditerranéen, donc il y a là des connexions, ça va de soi. Donc 3 manières distinctes d'appréhender le patrimoine, d'appréhender les patrimoines alimentaires, parce que nous allons parler d'alimentation, je vous rassure tout de suite. Alors, en sachant que précisément l'intitulé de cette table ronde, c'est patrimonialisation de la cuisine, on va peut-être trahir, je pense, un peu ce titre, dans le sens où il ne s'agira pas, j'ai prévenu les participants, de discuter concept. On pourrait discuter longtemps de ce qu'est la patrimonialisation, de finalement réfléchir à la pertinence de cette idée, mais je crois que ce n'est pas le lieu de faire ça. On pourrait, ça a été longuement évoqué hier, reprendre la définition de l'article 2 de la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel, estimer que voilà, un patrimoine alimentaire, c'est un type de patrimoine culturel immatériel. La Convention de l'UNESCO, donc article 2 de la Convention de 2003, évoquant les traditions et expressions orales, art du spectacle, pratiques sociales, rituels et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Voilà, patrimoine culturel immatériel, les savoir-faire liés à l'artisanat. On se dit, voilà, un champ où nous sommes, on peut se sentir pleinement, dont le culinaire, relève pleinement. Ce qu'on peut dire, et encore une fois, sans rentrer dans des discussions conceptuelles, parce qu'on va plutôt tenter d'être dans le concret quand même, je pense que c'est ce qui intéresse le plus le public, c'est qu'on est dans une période où tout est devenu patrimoine. Tout est devenu patrimoine. On parle de patrimoine biologique, naturel, de petit patrimoine, patrimoine industriel. Donc, les patrimoines culinaires, alimentaires, finalement, s'inscrivent dans cette tendance lourde qui est cette tendance à la toute patrimonialisation. Donc, quand on parle de patrimoine alimentaire, je crois qu'on parle à la fois de choses qui sont propres à la cuisine, et vous voyez, je parle d'ailleurs plus de patrimoine alimentaire que de patrimoine culinaire, et aussi de phénomènes plus généraux. Donc, il faut toujours réinscrire sans doute cette patrimonialisation de la cuisine dans ces phénomènes plus généraux. La plus ancienne occurrence que j'avais repérée du terme patrimoine culinaire, c'est 1913. Et une occurrence aussi dans le même texte de 1913 de patrimoine gastronomique. Mais la réalité, c'est qu'on a peut-être ces occurrences en 1913, en langue française pour la première fois, mais c'est que c'est depuis les années 80 qu'on parle vraiment de patrimoine culinaire, patrimoine alimentaire, patrimoine gastronomique. Parce que les années 80, c'est vraiment le moment où on bascule dans cette ère du tout patrimoine. Donc voilà, c'est quelques propos en préambule, mais précisément, j'insiste, il ne s'agit pas là d'avoir une discussion
conceptuel, théorique, mais plutôt un ressenti. Qu'est-ce que, et ce sera ma première question, qu'est-ce que pour vous, quand on parle de patrimoine alimentaire, et sans définir, mais qu'est-ce que ça vous évoque comme idée? Alors voilà une question que je vous soumets à tous les trois. On va procéder par ordre alphabétique. Merci de m'avoir invité à cette table ronde et donc merci beaucoup aux organisateurs. Qu'est-ce que le patrimoine évoque pour moi? Question ambiguë pour moi parce que le moi médiéviste, donc la médiéviste, le patrimoine veut dire quelque chose de différent de la tunisienne qui suit et qui travaille aussi sur la Tunisie traditionnelle. Donc le patrimoine, pour moi, est un legs, donc il est un héritage, mais qui est rendu vivant dans le présent. La profondeur historique du patrimoine est très importante. Ça, d'une part. Mais le patrimoine aussi s'inscrit dans un territoire. Donc la dimension spatiale du patrimoine est importante, parce que je parle du patrimoine de la Tunisie, mais à l'intérieur de la Tunisie, il y a le patrimoine du Nord, le patrimoine du Sahel, le patrimoine de telle ville, le patrimoine de telle région, donc il y a un patrimoine régional, mais il y a aussi un patrimoine familial, parce qu'il y a des gens qui réclament, oh, nous, dans notre famille, on fait ceci qui n'existe pas dans une autre famille. Mais ceci dit aussi que le patrimoine, il est pour moi une construction sociale. Donc c'est une construction sociale. Si je ne le reconnais pas en tant que tel, en tant que patrimoine, il n'en est pas un. Donc la reconnaissance est quelque chose de très important. C'est un senti aussi. Le patrimoine, je le ressens en tant que tel parce qu'il m'identifie, il me lie à un groupe particulier. Donc le patrimoine me lie, nous lie, mais le patrimoine nous différencie des autres. Et de là, donc, il a une dimension identitaire très importante. Ce n'est pas la seule dimension. Il y a une dimension économique, politique, émotionnelle, mais la dimension quand même identitaire est assez importante. C'est ce qui provoque l'émotion, c'est ce qui provoque le fait d'appartenir à une communauté, à une civilisation, à une société. Voilà. Bon, premiers éléments de définition. Monsieur Eberlin. Bonjour à tout le monde. D'abord, bonjour Tour, je suis très heureux d'être ici. Alors, le patrimoine, en ce qui concerne la cuisine, pour moi, c'est avant tout être proche de sa région, proche de ses producteurs, de ses éleveurs, des paysans, des vignerons, de tout ce qui fait notre cuisine. Et pour mon cas, c'est aussi un patrimoine de transmission des arrière-grands-parents qui ont commencé l'Auberge de Lille, avec un bistrot de village que tenait l'arrière-grand-mère. Et le mari était paysan, l'arrière-grand-père, après ma grand-mère et sa belle-sœur tenaient les cuisines pour faire une cuisine simple. Et le grand-père tenait la ferme. Et ensuite, mon père et mon oncle qui ont développé cette maison après-guerre pour en faire un restaurant 3 étoiles qu'on a eu jusqu'en 2019, que malheureusement on a perdu en 2019. Et voilà, c'est toujours... Et ce qui est très beau dans le patrimoine, c'est de transmettre aux jeunes. Je crois que ça fait partie du patrimoine de montrer des gestes, de montrer des techniques, de montrer des façons de cuire, des façons de présenter. Mais le patrimoine doit, pour autant, ne pas rester figé. Le patrimoine doit évoluer avec quelquefois quelques techniques modernes, mais tout en respectant les racines. Je crois que c'est très important. Troisième approche qui trouve que tout a déjà été dit dans les 2 approches précédentes. Ah, c'est toujours le risque de passer en dernier. Comme vous venez tous de le dire, le patrimoine n'existe pas en tant que tel. C'est une construction sociale. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, puisque tout est devenu patrimoine, comment on construit un récit qui assoit la légitimité de ce patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte pour se dire que le savoir-faire qu'on détient a une valeur ajoutée de type patrimonial? Et je reviens, c'est quelque chose qui nous permet de prendre notre place dans la société, d'avoir une identité,
de se sentir fier de ce qu'on est. Et la reconnaissance de l'autre nous permet de voir cette importance de ce qu'on défend, de ce qu'on est, de comment on y est arrivé. Et donc la question des traditions, de la transmission entre les générations et de l'évolution en même temps. Parce que entre votre grand-père, votre père et vous, il y a certainement eu une évolution aussi. Donc comment la tradition, tout en ayant une valeur patrimoniale, se renouvelle et évolue aussi. Et tout ça continue de faire patrimoine. Et pour moi, en plus, dans le patrimoine alimentaire, ça vient d'être dit aussi, il y a non seulement ce qu'on cuisine, ou comment on le cuisine, il y a aussi comment il a été produit. Comment on produit. Pour moi, il n'y a pas de bonne cuisine sans des bons produits. Et les bons produits sont des produits qui nous respectent, nous, consommateurs, mais qui respectent aussi le terroir, le territoire, voire la planète éventuellement. Mais du coup, plus on parle de patrimoine, plus on se rend compte que tout rentre dans le patrimoine. Et qu'en fonction de comment on construit le récit, on peut l'infuser de plein de nouveaux sens et de plein de nouvelles sens, de nouveaux sens. Et du coup, ça devient quelque part difficile de se dire qu'est-ce qui n'est pas patrimoine. Oui, alors c'est clairement une tendance actuelle de toute façon, comme je le disais, de toute patrimonialisation. Alors évidemment, quand c'est comme ça, on a tendance à estimer que c'est aussi une sorte de réaction, de refuge face à cette mondialisation, cette perte de repères. C'est un peu, pour prendre une métaphore culinaire, une tarte à la crème, mais je pense qu'il y a une part de réalité quand même, une sorte de réenracinement ou d'enracinement via le patrimoine. Et c'est vrai qu'on retrouve là des éléments de définition évidents avec une articulation. On parlait un peu de patrimoine familial, on pourrait dire patrimoine régional, patrimoine en termes culinaires, j'entends, patrimoine national, et tout s'articule. C'est-à-dire que, un peu comme les identités, on n'a pas qu'une identité, mais on a plusieurs patrimoines. Le patrimoine, comme ça a été dit, n'existe pas en soi. C'est certains objets, au sens large, qu'on investit d'une valeur patrimoniale. Et en l'occurrence, on est dans une période où on investit tout type d'objets, et notamment le champ du culinaire, de cette valeur patrimoniale, avec cette idée, en effet, tout ce que ça véhicule, de transmission, de charge identitaire, de point d'accroche à un territoire. Et tout ça, aujourd'hui, parler de patrimoine alimentaire, ça va de soi. On n'a même pas justifié quand on emploie cette expression. Or, c'est une construction. Quelqu'un qui en aurait parlé de patrimoine alimentaire comme on l'entend aujourd'hui, il y a 70 ans, je pense que ça aurait peut-être paru incongru. L'expression, comme je le disais, commençait alors à percer. Mais précisément, M. Heberlin, par exemple, puisqu'on parle de ces différents patrimoines qui s'articulent, est-ce que vous estimez, pour prendre un exemple très concret, comme un défenseur du patrimoine culinaire alsacien, ça vous parle, ça ? Oui, j'ai toujours été proche de ma région, c'est sûr, mais je ne suis pas tout seul. Il y a tous mes collègues alsaciens qui travaillent tous les jours également aussi dans leur cuisine, dans leur restaurant, qui font vivre ce terroir alsacien. Et je crois que toutes les régions sont pareilles, que ce soit Olivier Belin en Bretagne ou d'autres, ou Jean Sulpice dans les Alpes, ou Donquel sur la Côte d'Azur ou à Paris, fait vivre sa région. Et tous les cuisiniers français, en premier lieu, pensent à leur région, je crois, quand ils font une carte de restaurant. Évidemment, on a bien des produits qui viennent de l'autre bout de la France, comme le homard ou la sole ou le turbo qui ne vient pas d'Alsace, mais on est très proche de nos producteurs également, et je crois que c'est ce qui est essentiel actuellement. Et pour vous, c'est un marqueur de votre cuisine de dire, voilà, c'est un marqueur de notre cuisine. Je crois qu'en lisant une carte de restaurant, il faut savoir qu'on est en Provence, qu'on est en Bretagne, qu'on est en Alsace, qu'on est dans différentes régions. Et je crois que c'est très important que le chef soit proche de sa région. Et je crois que quasiment 90% des chefs le sont, et le sont de plus en plus. Des fois peut-être même trop locavores. Ça veut dire quoi, trop locavore ? C'est-à-dire, souvent, le storytelling des maîtres d'hôtel, oui. C'est la belle-sœur du chef cultive les carottes, le beau-frère du chef a pêché le poisson à 18h30 hier soir, et voilà. Alors ça, c'est vrai que... Des fois, il y a des excès. Mais Alors, en général, tous les chefs, c'est vrai, on est proche de nos régions.
C'est vrai que c'est une sorte de passage obligé maintenant. Alors, je ne vais pas jeter la pierre à personne, mais quand on va sur les sites des restaurants, c'est tout ce storytelling autour du terroir. Alors, sans nier la sincérité, je ne conteste pas. Mais je ne sais pas si toujours c'est vraiment sincère. Mais c'est vrai qu'il y a un côté passage obligé. C'est-à-dire que, précisément, comme je le disais, maintenant que tout est patrimoine, j'ai envie de dire, pour les chefs, c'est aussi quasiment une étiquette qu'ils doivent s'accoler pour dire, voilà, regardez, je suis un défenseur. J'ai récolté mes carottes ce matin. Voilà, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, concrètement, et là c'est une question que je pose à tous les trois, je me demandais qu'est-ce que vous évoque ce mot de patrimoine alimentaire, mais le défendre. Ça veut dire quoi pour quels acteurs, qui, quoi, comment défendre un patrimoine alimentaire? Encore une fois, je reste vague sur la définition volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire et avec quels outils? Alors, défendre un patrimoine alimentaire, c'est avant tout l'inventorier. Un patrimoine, il faut l'inventorier parce que tout le monde, par exemple, en Tunisie, ne connaît pas toute la cuisine du terroir. Je peux parler des recettes de ma région, que d'autres ne connaissent pas ces recettes-là. Le problème aussi que certaines recettes sont en train de se perdre. Elles existent encore, mais elles sont en voie de disparition. Donc les inventorier, les répertorier, les sélectionner, peut-être les mettre à l'écrit est quelque chose de très important. Il faut aussi sauvegarder, conserver, mais aussi la vulgarisation est assez importante. Vulgariser, dire que telle chose existe, telle autre existe, il faut la conserver. Là, c'est sur un plan général. Mais sinon, je pense que la transmission est très importante aujourd'hui. Pourquoi la transmission est très importante aujourd'hui en Tunisie? Parce que nous savons quand même que les femmes tunisiennes travaillent, du moins peut-être à 80%. La femme travaille. La Tunisienne étudie. Et dans tous les milieux sociaux, même dans les campagnes, les filles étudient et rejoignent les villes. C'est-à-dire que en étudiant, en faisant de longues études et en travaillant de longues heures, on n'a plus le temps de faire la cuisine des mères et des grands-mères. Si je vois mes filles, elles n'ont pas le temps aujourd'hui de faire ma cuisine, c'est-à-dire la cuisine que je leur transmets ou que je fais à la maison. Et moi-même, je ne fais plus je connais tous les plats de ma mère et de ma grand-mère, mais je ne les fais plus. C'est-à-dire que le temps, la modernité a changé. Heureusement, la modernité n'est pas que négative, parce qu'elle nous a donné des outils de faire vite les choses. Les opérations que nos grands-mères faisaient dans un temps très très long, comme préparer une louchia, un ragoût de corette, de poudre de corette avec de la viande de bœuf ou des tripes, ça demandait 7 heures, c'est entre 7 heures et 8 heures de cuisson. Alors qu'aujourd'hui, la cocotte minute nous permet, nous femmes qui travaillons, de conserver ce plat traditionnel que tout le monde adore, et surtout les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, si on demande aux enfants quel est votre plat préféré, il va nous dire la mlouchia. C'est-à-dire que transmettre le goût déjà, mais sinon les acteurs politiques, les acteurs des associations, l'Institut du patrimoine, enfin, différents acteurs, les associations de sauvegarde des villes, les associations du patrimoine, tous jouent un très grand rôle aujourd'hui en Tunisie dans la valorisation du patrimoine. Un patrimoine, on doit le mettre en valeur et l'éduquer aux enfants, parce qu'on est en train de perdre certaines choses aujourd'hui. Trouver des nouvelles modalités de transmission, ce serait finalement le premier remède à la crise que peut connaître. Alors, le patrimoine, la chose étant compliquée, c'est que je pense que s'il y a une mise en patrimoine, c'est aussi parce qu'il y a ce problème de transmission. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement réhabiliter la transmission pour sauver le patrimoine, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes de transmission qu'il y a cette
toute patrimonialisation. Parce que la mise en patrimoine, c'est d'abord une mise à distance. Quand quelque chose appartient au quotidien, on ne le pense pas. C'est un impensé. C'est quelque chose qu'on fait. On fait la cuisine, on a des plats. Mais à partir du moment où on se rend compte que c'est en train de disparaître, là, il y a une mise à distance. C'est-à-dire qu'on se met à penser cet objet qui faisait partie de notre quotidien. Donc, j'ai envie de dire, la solution, cette nécessité à repenser la transmission, c'est finalement revenir à ce qui a créé le patrimoine, c'est cette peur de la perte. Si je peux, si vous permettez, si je peux ajouter quelque chose, j'ai remarqué quand même, par exemple en Tunisie, depuis la dite, entre guillemets, révolution du printemps arabe, il y a eu quand même une succession de crises politiques et une succession de crises économiques. La crise économique est à l'apogée ces derniers temps. Il y a une précarité, il y a une pauvreté qui s'accentue. Et là, nous remarquons tout d'un coup que plusieurs femmes qui existent dans des régions diverses se sont mises à produire. Elles sont devenues artisanes. Et elles produisent par exemple des gâteaux traditionnels comme par exemple, il y a toute une région qui s'appelle la région de Zagouan où l'on produit aujourd'hui un gâteau qu'on appelle karkelwarqa, un gâteau farci aux amandes et avec de l'eau de fleur de l'élégantier. Et du coup, beaucoup de femmes dans cette région maintenant trouvent le moyen de subvenir aux besoins de leur famille par cette tradition ancestrale qui est en Tunisie depuis l'arrivée des Andalous dans le pays, parce que c'est une région qui a été habitée par les migrants andalous et morisques. Et du coup, on voit par exemple à Kelibien une pâtisserie qui a failli se perdre parce qu'elle est cuite dans un four punique. Elle n'est pas même cuite dans un four normal et qui demande beaucoup de fatigue. Maintenant, les Kélibiennes proposent cette pâtisserie, des réseaux sociaux et elles subviennent justement. Donc la crise économique, parfois, dans certains pays, contribue à une valorisation, à une révification et une valorisation du patrimoine. Oui, alors on peut souligner là encore un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un contexte de crise, c'est presque une contrainte qui oblige, tout comme l'autre paradoxe, c'était de dire, ah bah, vous voyez, ce qui suscite cette crise de la transmission, c'est que les femmes puissent étudier, si je dois résumer. Donc on est toujours tiraillé. Moi, ça me rappelle un peu en France où, quand il y a un peu l'apparition de la cuisine régionale, où les promoteurs de ces cuisines critiquaient la modernité des poulets qui viendraient de Chicago, etc. Et en même temps, eux, ce qui leur permettait de valoriser les cuisines régionales, c'était l'automobile. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois les premiers promoteurs d'une forme de modernité industrielle, et en même temps, ils critiquaient cette modernité alors qu'il n'existait que par elle. Il y a ce genre de tiraillement et de paradoxe. En tout cas, la transmission, c'est clairement quelque chose qui est au cœur. Retrouver des canaux de transmission, c'est certainement, je pense, c'est ça qui se grippe, et c'est ça qui entraîne la naissance, ce phénomène de patrimonialisation du culinaire, et c'est sans doute là qu'il faut trouver de nouveaux canaux modernes pour dire les choses. Monsieur Berlin, vos solutions? Oui, madame a entièrement raison. Les crises, ou alors des fois même certaines régions au début du siècle dernier, je me souviens en Alsace, une recette qui a été faite par les gens très pauvres du Val-de-Villers ou du pays belge, qui étaient moins riches que les gens dans la plaine. Après le ramassage des choux à choucroute, quand les paysans avaient ramassé le cœur du chou, le couper, le saler pour faire la choucroute, il restait les feuilles vertes autour de ces choux, et les gens assez pauvres de la montagne avaient le droit de venir ramasser ces feuilles vertes, et ils les salaient, ils les faisaient fermenter comme la choucroute, et ça s'appelait la compichte. Évidemment, dans leur cuisine à eux, il y avait beaucoup moins de viande dedans, ils n'avaient pas les moyens de l'acheter, et ce plat est resté depuis. On ne le retrouve plus tellement, mais c'est très intéressant de manger ce plat maintenant qui est bon, qui est garni comme la choucroute traditionnelle, avec du lard, des saucisses, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Mais c'est très important. Et puis,
ce plat est revenu un peu au goût du jour. J'ai fait l'année dernière un plat à base de ces feuilles de chou vertes et c'était intéressant et les Alsaciens eux-mêmes ne connaissaient pas. Comme quoi, souvent, des expériences assez tristes, assez tragiques peuvent amener un plat. Tout à fait. J'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire de la pomme de terre hein, qui est apparue aussi. On dit souvent dans les fourgons des armées, parce que dans les zones les plus pauvres ou les zones ravagées, la pomme de terre avait été une solution, notamment au XVIIIe siècle, en Alsace, hein, par exemple. Et donc, il est clair que les situations de crise font évoluer, en effet, l'alimentation de manière... Là, à mon avis, ça devait être une pratique qui était quand même bien installée sur la durée. Oui, c'est... Alors là, c'est quoi? C'est le rôle des chefs, notamment, peut-être, qui est à mettre en avant pour ce type de... On parlait de transmission. Oui, peut-être c'est toujours flatteur et de retrouver ou de retravailler une ancienne recette qui a été quasiment oubliée ou qui existe très peu. Et c'est souvent grâce aux souvenirs, aux histoires, aux familles où on retrouve ces recettes. Et quand je parle des chefs, alors je ne parle pas que des chefs étoilés, Ouais. mais justement, est-ce que là, il n'y a pas un rôle, justement, des restaurants, c'est un rôle assumé, conscient, de se dire, voyons, alors, qu'est-ce que je vais dire, remettons au goût du jour, parfois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut s'adapter, il ne faut pas vivre de fantasmes, sans doute, Non, sur c'est sûr, la cuisine est un éternel retour, souvent en arrière et puis en avant, et puis souvent de nouveau un retour en arrière, parce que les gens souvent ont besoin de racines. C'est un peu comme les madeleines de Proust. Je vois surtout après le confinement, les gens voulaient retrouver une cuisine un peu plus classique, un peu plus traditionnelle, pour ce qui les ramenait à leur enfance et à leurs souvenirs et leur patrimoine. Et est-ce qu'on peut dire que sur l'ensemble du territoire, les chefs jouent ce rôle? Est-ce que c'est, oui, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire? Est-ce que, non, votre les chefs jouent ce rôle, c'est oui. sûr. C'est sûr, oui. Les chefs sont proches, je suis sûr, de la cuisine aussi, qui doit évoluer. Mais le départ de toute grande cuisine, c'est la cuisine traditionnelle, la cuisine de base qu'on mange dans les familles et qu'il ne faut pas oublier. Laura, tes solutions Solutions. Donc, vous l'avez dit, hein, moi je viens de l'aménagement de l'espace, donc j'ai un ancrage plutôt matériel. Et comment protéger quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se voit pas? C'est complexe comme question. Hein. Disons que protéger un monument, c'est cher mais possible. Protéger une culture gastronomique, ça l'est beaucoup moins. Pour prendre les raisons, déjà on ne peut pas obliger quelqu'un à cuisiner quelque chose ou à manger quelque chose. Et l'idée de la cuisine de famille, de la transmission, du renouveau de cette transmission sont certainement une clé. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a moyen de protéger et de conserver et via quel type d'outils. Parce que aussi ça se renouvelle tout le temps. Je me suis hier posé la question après les tables rondes. Je me dis quel type de transmission je passe moi à mon fils. J'ai toujours essayé de cuisiner avec lui depuis qu'il est petit, mais il n'a ni connu ma grand-mère ni ma mère, donc forcément ce que je lui passe, c'est mon interprétation de leur cuisine. Moi, j'ai vécu dans plein de pays différents, donc ma cuisine est forcément influencée par d'autres cuisines. Et lui, il est aussi confronté à la cuisine de mon frère, qui n'a jamais bougé du lieu où il est né. Donc, on lui passe quelque part le même type d'héritage qui nous vient de notre mère et de notre grand-mère, mais on l'a interprété ou réinterprété de façon très différente. Et du coup, qu'est-ce qu'on a conservé là-dedans? Comment on a conservé ou comment on a innové, chacun à sa manière. Et du coup, l'inventaire pour moi aussi est très important parce que ça permet, c'est un peu comme l'observatoire photographique. On fait une photo aujourd'hui de ce qu'on sait de chaque plat. Et puis on verra dans 50 ans si et comment ils ont évolué, s'il faut refaire un inventaire parce qu'entre-temps les choses ont changé, mais on aura au moins une espèce de catalogue de tout ce qu'on considérait comme important à conserver aujourd'hui. Est-ce qu'on a réussi ou est-ce que ça a évolué et du coup on pense que l'évolution est quand même un bon chemin à prendre. Oui,
Et juste la question de la crise qui casse un équilibre et donc qui remet en question les choses et qui déclenche une grande innovation est aussi parfois très, très, très salutaire, comme disaient mes deux collègues. Moi, je l'observais, non pas lié au printemps arabe, mais aux années de Covid en Inde, où plein de femmes qui viennent de milieux très défavorisés ont ouvert des tout petites entreprises monopersonnelles où elles font à manger chez elles et elles vendent ce qu'on appelle street food, mais qu'en Inde est très, très commun, parce que tout le monde mange dans la rue. Et du coup, il y a une vraie prise de pouvoir de femmes qui n'avaient jamais produit de salaire, entre guillemets, et qui se retrouvent dans des situations où elles peuvent rien faire d'autre que... Tu veux dire la source d'émancipation, d'une certaine manière ? Oui, source d'émancipation. Elles arrivent à nourrir la famille, en fait, dans des situations très, très compliquées où tous les hommes ont plus ou moins perdu leur travail qui était déjà précaire pendant les périodes de confinement. Et elles ont réinventé, via la cuisine, une façon de faire entrer suffisamment d'argent pour survivre. Alors, tu parlais des inventaires, mais alors, inventorier un patrimoine culinaire, alors, je crois que ça a été mentionné hier, hein, il y a eu cet inventaire du Conseil national des arts culinaires, le CNAC en France, un inventaire qui en gros a été mené dans les années 90, et l'UHCA a fait celui de la région Centre-Val de Loire, qui a été publié en 2012. Donc, on va dire l'ensemble du territoire français a été couvert. Il reste la Réunion, l'île de la Réunion, qui n'a jamais été couverte, et Mayotte. La Polynésie. Alors oui, mais normalement, ce sont les régions administratives qui sont... Sinon, en effet, alors d'autres territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, en effet, n'ont pas non plus été couverts. Donc, il y a une méthodologie qui est mise en œuvre. Alors ça aussi, on pourra en discuter longuement. De quoi fait-on l'inventaire quand on fait un inventaire du patrimoine alimentaire ? C'est quand même très complexe. Par exemple, en gros, l'inventaire du CNAC, l'inventaire français, c'est un inventaire des produits commercialisés depuis au moins 50 ans. Ce qui veut dire que ça laisse de côté les recettes familiales, par exemple. Donc ça, on peut le déplorer, mais il faut quand même choisir une grille de départ pour qu'il y ait une cohérence à ces inventaires. Donc il y a eu ce choix qui a été fait, discutable, comme tout choix, mais voilà, assumé, et qui donne d'ailleurs une vraie encyclopédie de référence au final. Par contre, comme tu le dis, ça évolue. Or, un inventaire qui est publié à un moment donné, voilà, alors solution idéale, en ligne, et sans cesse enrichi, et peut-être d'ailleurs à l'inverse avec d'autres produits qui sont archivés puisqu'ils auraient disparu. Donc, mais alors ça c'est une chose, d'abord le choix de la méthodologie, mais la question de l'usage. C'est bien gentil de faire un inventaire, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Parce qu'on parlait de transmission, on parlait... l'inventaire, il faut qu'il serve à quelque chose, peut-être c'est pas juste pour mettre sur des rayons de bibliothèque. Et donc cette solution-là, c'est plutôt une première étape dans une solution, peut-être, cet inventaire. Et c'est quoi la suite une fois qu'on a inventorié ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je pose la question à tous les trois. Je commence par toi. Non. Déjà, pour moi, j'y reviens. C'est un peu comme l'observatoire photographique. L'inventaire permet d'avoir à un instant T un portrait de ce que c'est la gastronomie d'un pays, et puis de l'avoir 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après. Donc de pouvoir faire des regards croisés entre ce qu'on considérait comme étant un plat traditionnel en 2025, en 2050. Là, c'est une fonction purement documentaire dans ce cas-là. Non, parce qu'on apprend quelque chose à travers cette évolution. On peut apprendre quelque chose de comment les choses évoluent. On peut apprendre à décrypter ou à prévoir le sens des évolutions. C'est-à-dire que pour moi, réinterroger les processus permet de se projeter dans l'avenir, d'une certaine façon, avec toutes les incertitudes évidemment de l'avenir. Mais la connaissance du passé nous éclaire sur le futur. Donc un outil de compréhension qui permet quoi ? De penser les politiques, par exemple ? Oui, de penser les politiques, de s'interroger sur les productions, sur où est-ce qu'on produit, combien, sur les chaînes d'approvisionnement. Je pense que oui, il y a plein de choses à apprendre de ce qui a l'air d'être un outil relativement figé et que catalogue, qui est celui de l'inventaire. Je pense que les inventaires, il faut repenser les inventaires, hein, mais ils peuvent être des outils formidables de connaissances pour prévoir le futur.
Monsieur Berlin, sur cette logique d'inventorier Bon, c'est pas tellement c'est ma tasse de thé. Pour moi, c'est plutôt des souvenirs de recettes, des souvenirs de produits que j'essaye de pas laisser perdre, quoi. Mais autrement, non, c'est pas l'inventaire. Non, j'en ai jamais vraiment fait ni travaillé dessus sur l'inventaire de la cuisine d'Alsace. Il y a des livres, évidemment. Il y a un livre que Jean-Robert doit connaître, L'ancienne Alsace à table de Charles Gérard, où tout est bien répertorié dedans, et aussi bien l'histoire de la cuisine d'Alsace, qui était beaucoup influencée, c'est vrai, par les religions, par les différentes religions, que ce soit catholiques, protestantes, juives, et qui sont très influencées également par les productions, et je crois que tout ça, ça fait un patrimoine régional en ce qui concerne l'Alsace. Et dans ces vieux ouvrages, on trouve très souvent même des idées de recettes qu'on peut réadapter, qu'on peut refaire plus au goût du jour, peut-être avec des cuissons moins longues, avec des sauces moins riches en beurre, en crème, et tout ce qu'on y mettait. Enfin, il faut toujours un peu de beurre et un peu de crème pour faire une bonne cuisine. Mais tout ça, l'inventaire se fait plus ou moins de lui-même quelquefois. Parce que l'ancienne Alsace à table, je ne sais plus, peut-être 1862, c'est un ouvrage que vous lisez encore? Oui. Oui, qui m'arrive de feuilleter, certains vieux ouvrages également. On trouve souvent l'inspiration dans des vieux livres de cuisine, juste une idée, pas forcément la recette exacte, mais une idée, ça fait partie un peu de notre patrimoine, oui. Et c'est très, très régionaliste entre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, des recettes différentes, les gens de la plaine, de la montagne, avec beaucoup de vin dans les cuissons, dans tout ce qui est vignoble, évidemment. On dit souvent que le premier livre de cuisine régionale qui est apparu en France, alors la date m'échappe, je crois que c'est 1811, c'est Marie Spoerlin, c'est La cuisinière du Bas-Rhin. Donc, ouais. voilà, avant Charles Gérard. Oui. Donc, et il y avait dans ces ouvrages aussi, il y a aussi souvent il y avait les réunions d'artistes qui se retrouvaient, qui avaient à la fois dans les années début 1900 fait ce qu'ils appelaient le Kunststoff, le pot. À la fois, c'est un double mot, le pot de culture, et le pot Kunst, ça peut aussi veut dire artificiel. Et c'était des écrivains, des ébénistes comme Gallet, Spindler, et tous ces gens-là se retrouvaient une fois par mois pour faire un grand dîner, un grand gueuleton autour des spécialités régionales. Et il y a encore pas mal de menus qu'on peut retrouver de et revendiqués comme tels. Et revendiqués comme tels, oui. Et c'était René Lalique, il y avait même Ettore Bugatti qui était dedans, qui venait. Et c'était vraiment un rassemblement de peintres, d'artisans d'art, de sculpteurs, musiciens aussi. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Et alors, voilà, c'est sur question des inventaires. D'abord, est-ce qu'en Tunisie, il y a un équivalent? Oui, alors en Tunisie, il y a 3 types d'inventaires. Le premier type d'inventaire, c'est l'inventaire dont l'acteur est politique, le ministère des Affaires culturelles, par le biais de l'Institut national du patrimoine. L'Institut national du patrimoine se base sur des associations qui existent dans les régions, et notamment les associations des sauvegardes des villes, qui font des inventaires, et après, l'Institut du patrimoine fait des fiches, dont la fiche de l'harissa, la fiche du couscous, la fiche du palmier dattier. Et là, il y a plusieurs fiches que je viens de voir avant de venir à Tours, sur lesquelles, personnellement, je porterai un œil critique. Pourquoi ?
parce qu'il y a dans ces fiches-là, il y a des choses qui sont nationales, hein, comme le couscous, par exemple, le palmier dattier, l'amandier, les figues séchées d'une certaine région, etc. Mais je vois que la ville de Sfax, qui n'est pas pour autant plus réputée que d'autres villes tunisiennes, a une place très, 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 très grande. Est-ce le directeur qui est sfaxien? Point d'interrogation, je pense que oui, même s'il est mon ami. Après, je trouve les traditions de la préparation d'un couscous monastérien. Pourquoi le directeur aussi, qui est un ami, est un monastère? C'est-à-dire que cet inventaire, il est très intéressant, mais aussi il n'est pas représentatif de toutes les régions tunisiennes. Mais c'est très important parce que cet institut fait du grand boulot et c'est lui qui a porté le projet au PCI de l'UNESCO de la poterie de Sejnen d'abord, de la harissa, du couscous, du palmier dattier et voilà. Il y a un deuxième institut qui dépend du ministère de la Culture, hein, c'est ça? Qui dépend du ministère de la Culture. Le directeur est nommé par le ministère de la Culture et de la Conservation du patrimoine. D'accord. Le deuxième type d'inventaire, il est fait par les chefs. Et ça c'est très important. Je viens d'apprendre que l'un des plus grands chefs tunisiens, qui est le chef Rafik Tletli, d'ailleurs qui a un très beau restaurant dans la région de Nabeul, ce chef est en train d'inventorier les recettes de sa région avec un deuxième chef de Djerba qui est aussi, lui, en train d'inventorier les recettes de Djerba. Et généralement, c'est des recettes qui se font. C'est-à-dire, c'est une manière aussi de sauvegarder les recettes régionales qui se font encore pour les laisser, pour les transmettre. Il y a un troisième type d'inventaire. Donc là, des initiatives individuelles. Individuelles, les chefs. Mais ça, c'est les initiatives des chefs. Il y a un troisième type d'inventaire qui est fait par des associations de tourisme durable. Et là, de plus en plus, nous voyons, moi j'en connais au moins celles que je connais, au moins il y a 3 associations très actives de tourisme durable, alternatif, qui sont en train de regrouper des recettes de toute la Tunisie, des régions profondes de la Tunisie profonde, et qui sont, 2 d'entre elles ont des subventions internationales. Donc allemande, par le biais du ministère du Tourisme. Sinon, il y a l'association qui travaille beaucoup maintenant et qui est en train de répertorier des recettes traditionnelles. C'est l'association Saveurs de Tunisie, qui s'est lancée en 2012 et qui organise des concours, le festival du couscous, le festival maghrébin du couscous, organise des concours, des ateliers, des workshops, et c'est très, très, très fréquenté. Et je viens d'apprendre, la responsable vient de me dire qu'elle va lancer en 2026 l'Académie du couscous. Donc il y a les choses vraiment... les choses bougent beaucoup et les initiatives des associations aussi de sauvegarde des villes, comme l'association de la sauvegarde de la ville de Lamta, qui est une ville romaine, où il y a tous les ans un festival de l'absissa. L'absissa, c'est de la farine torréfiée d'orge ou de blé, avec de la farine de pois chiches torréfiée, bien épicée. Et là, il y a un festival au mois de mai. Il y a énormément de festivals en Tunisie, agricoles. Là, il y a le festival de la grenade de Testour. Et ça, le festival en soi, il crée une dynamique extraordinaire de valorisation, mais en même temps, il y a des inventaires agricoles, de produits agricoles qui se font. Donc là, on est sur vraiment, je veux dire, en arrière-plan, c'est vraiment une question de transmission. Comment, ce qu'on disait auparavant, l'inventaire comme outil plus ou moins utilisé ensuite, parce qu'il faut en faire quelque chose, de sauvegarde et de transmission. On voit aussi ce qui apparaît, je trouve, à travers l'exemple de, tiens, ça doit être un sfaxien qui est derrière cet inventaire.
quand même ce lien affectif. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des différentes échelles en disant il y a le lien familial. Quand on parle patrimoine, il y a toujours un lien affectif qui fait que avec l'alimentation, on est sur un terrain qui semble souvent un peu déminé. C'est quand même pas ce qui est source de plus grands conflits. Et en même temps, il y a toujours des rivalités, des petites tensions, plus ou moins bon enfant, qui percent autour de ces questions alimentaires. Et on est déjà dans ces questions de patrimonialisation. Ce qui fait aussi que quand on doit penser un inventaire, je reviens sur ce point, il faut quand même penser à une méthodologie. C'est parce que c'est pas juste on se fait plaisir. Moi, il y a une recette que j'aime, moi celle-ci non, on l'a jamais fait chez moi. Normalement, voilà, il y a quand même une méthodologie qui doit prévaloir si on veut un outil un peu rigoureux. Autre outil qu'on peut peut-être évoquer, parce qu'on parle cuisine, mais on a aussi parlé produits. Et si je vais vous laisser le micro. Parce que il y a un dispositif qui est celui des IGP, AOP, qui peut être perçu comme un moyen aussi de défense des patrimoines alimentaires. Alors, je vous demandais à tous les trois votre sentiment sur ce genre de protection, de label, et aussi un peu même question, en Tunisie, est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui commence à germer? Parce qu'on sait bien qu'il y a ce modèle que je vais qualifier de français, d'européen maintenant, mais qui s'exporte. Beaucoup de pays du monde réfléchissent à ce type de dispositif de protection. En Tunisie. Oui, en Tunisie, ça existe. Et il y a 14 produits agricoles qui sont protégés par l'AOC, la TGP, dont je ne cite pas tous les produits, dans la pomme de Sbeitla, dans les dates de Gletenour, dans la pomme de Sbeitla, dans les dates de Gletenour qui sont réputées pour être les meilleures dates du monde et que la Tunisie exporte beaucoup. Dans l'huile d'olive, dans l'olivier et l'huile d'olive de Monastir de Teboursouk, dans le miel des Kroumiri. Donc il y a à peu près 14 produits agricoles. Il y a aussi les vins de Morneg, étant donné que ces vins sont les plus anciens vins de Tunisie. Et donc il y a 2 vins qui sont donc protégés, les côtes de Morneg et les châteaux Morneg. Maintenant, sur le plan de la cuisine, sur le plan de plat, je n'en vois pas. Je ne vois pas de... Voilà. Mais c'est surtout des produits. Monsieur Berlin, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre réflexion, ces questions? Les produits sont sûrs, doivent être protégés. Et je prends par exemple à mon ami Carlo Petrini qui a créé Slow Food et l'université de Bra en Italie, où j'ai eu la chance d'aller une fois, et qui a créé ce qu'il appelle les sentinelles du goût. Et il fait de tout, justement tous les producteurs, que ce soit la tomate, que ce soit un fruit, un légume. Et pour lui, ils choisissent alors l'idéal en parfum, en forme, en texture. Et c'est ce que tout le monde devrait arriver à manger et à produire également. Et je crois que c'est très intéressant ce qu'il a fait en Italie, là, avec l'université de Bra, où à la fois les étudiants sont obligés de passer un certain temps dans les champs, au restaurant, en cuisine, en salle, à la commercialisation des produits, au marketing, et tout se relie. C'est un ensemble, il n'y a pas que les champs, il n'y a pas que la cuisine, mais la production, et surtout pour la protéger et pour faire de bons produits, il faut que ce soit un ensemble qui marche main dans la main. Tout à fait. En plus, je pense que souvent, quand on emploie l'expression de patrimoine alimentaire, qui, je le répète, est finalement assez vague comme formule, en réalité, on va parler d'une recette de cuisine, mais avec quel ingrédient? Ce que je veux dire, c'est que ça n'a de sens quand on dit qu'une recette, on va dire, ah oui, si, cette recette fait partie du patrimoine. La baguette de pain fait partie du patrimoine. Alors, tout le monde est d'accord avec la formule, fait partie du patrimoine alimentaire de la France, mais ça ne veut rien dire. Avec quoi elle est produite, selon quel savoir-faire. Donc, en fait, ça ne peut se penser, cette patrimonialisation de l'alimentaire, que si on prend
toutes les étapes de la production. Et souvent, c'est plus, j'ai envie de dire, un mot, une image qu'on a d'un produit, qu'on va qualifier rapidement de patrimoine alimentaire. J'ai envie de dire, ça, c'est un peu la formule commune, le langage commun. Mais en réalité, si on commence à gratter, il y a plein de problèmes qui se posent derrière. Comment on fait, qui le fait, avec quel savoir-faire. Donc voilà, il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte. Alors en Italie, autre terre d'ailleurs, alors je ne sais pas que tu vas parler que de l'Italie, mais où cette culture des appellations est aussi bien installée, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe. Elle est très très installée. S'il y a une certaine escalation dans le patrimoine, il y en a aussi dans les labels qui se multiplient à l'infini et qui, quelque part, sont hyper utiles au départ, au moment où on veut identifier une pratique ou un produit, mais qui s'arrêtent au moment où ils empêchent l'évolution. Donc en Italie, autant il y a sur le vin, par exemple, de labels protégés, autant il y a de producteurs qui sortent du label parce qu'ils réclament le fait de pouvoir produire d'autres vins que ceux qui sont standardisés à l'intérieur du label. Donc les labels ont un rôle de protection, mais aussi finissent par figer. Donc ça devient compliqué de naviguer là-dedans. Et en ce qui concerne l'Italie, il y a la liste, disons, inventoriée des produits, mais il y a aussi celle des paysages qui le produisent. Donc il y a un inventaire national des paysages ruraux productifs. Et du coup, on lit véritablement une esthétique paysagère qui renvoie à une émotion, comme disait tout à l'heure madame, à un produit. Et du coup, on fait le lien entre non seulement le fromage en tant que caractéristique protégée par les indications géographiques, mais aussi comment il se lie au paysage, au terroir, au sol, en fait, aux caractéristiques du sol, et à l'esthétique que cela produit sur le paysage. Donc du coup, ça devient quelque part possible de lier l'espace au savoir-faire et en récupérer la matérialité via le produit qu'ils produisent en fait. C'est un peu la définition même du terroir. Je veux dire, d'une certaine le façon. Terroir, c'est un peu une forme de patrimonialisation adaptée, enfin plutôt propre au champ de l'alimentaire. Oui. Parce que ce que tu définis là, c'est ça finalement, un élément constitutif du terroir au croisement nature et culture, on va dire. C'est ça, au croisement nature et culture. Et alors, l'effet pervers d'ailleurs de ces appellations, je trouve qu'il est double parce que toi, j'aurais dire, tu parles vers l'avenir où ça fige, mais c'est aussi d'une certaine façon pour protéger, on appauvrit le réel. C'est-à-dire que quand on rédige un cahier des charges, et en plus il faut voir parfois la tambouille qu'il y a derrière la rédaction des cahiers des charges, qui sont quand même le fruit de rapports de force, quand même, il ne faut pas se leurrer, on appauvrit aussi ce qui des fois faisait la diversité d'une région, d'un terroir, où tel producteur ne faisait pas exactement de la même manière que tel autre juste à côté. Donc ça protège et en même temps ça peut appauvrir. Les effets pervers sont en effet multiples, mais je ne sais pas si en même temps on a beaucoup mieux, parce que ça reste quand même quelque chose de très efficace. Ça reste un garde-fou. Ouais, ça reste un grand garde-fou. On est quand même, depuis tout à l'heure, tiraillé entre finalement des injonctions un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on explique, ah oui, la transmission, c'est quand même indispensable. Mais on se dit, bah oui, mais dans ce cas-là, il faut que les femmes restent en cuisine. On estime que, évidemment, il faut qu'on mette en place des dispositifs réglementaires par l'autorité publique. Oui, mais dans ce cas-là, ça fige les choses. Or, la vie d'un patrimoine, c'est pas ça. C'est compliqué, compliqué cette histoire de patrimoine. On est tout le temps dans la contradiction. Moi, j'avais travaillé sur la vallée du Douro et sur la production de Porto. Et les évolutions récentes font qu'on est passé de 12 à 6 cépages. Donc, en voulant protéger, finalement, on finit par appauvrir, comme tu dis. Parce qu'on va vers un goût standardisé, où il faut que ça corresponde à un cahier des charges précis, où la diversité n'a plus place, en fait. Alors, en effet, les gens, après, ont la liberté de sortir des appellations, mais dans tous les sens du terme, il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un vrai risque. Et dans certains secteurs très compétitifs, se placer quand même sur le marché en ayant choisi de sortir du cadre, ce n'est pas du tout évident. Sans compter que c'est source de conflits avec les acteurs locaux, etc., etc. Et en plus, en ce qui concerne le patrimoine, on le disait tout à l'heure, ça nous identifie. Et en même temps, on est obligé de démontrer qu'on est différent pour exister, pour entrer dans un système très homogénéisant.
Donc il faut montrer qu'on est différent pour faire tous pareil. Donc c'est une autre contradiction. Tout à fait. On pose plus de, finalement, avec cette table ronde, on pose plus de problèmes qu'on apporte de solutions. Toutes nos excuses pour ça. Autre dispositif, voilà, on parlait de transmission, on parlait d'inventaire, on parlait d'IGP, AOP, les labels. Bon, parlons un peu d'UNESCO. On en a beaucoup parlé hier, mais je pense qu'il faut y revenir. Et là aussi, ce n'est pas exempt de contradiction. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder, mais d'abord, là encore, un ressenti personnel. Monsieur Eberlin, vous, repas gastronomique des Français, les savoir-faire artisanaux de la baguette, alors est-ce que c'est des choses que vous voyez de loin, c'est des choses qui vous parlent, c'est des choses que vous avez, j'allais dire, vécu un peu de l'intérieur? Comment est-ce que non, est votre c'est d'abord une fierté d'avoir été reconnu par l'UNESCO, et c'est d'autant plus pour mettre en valeur notre travail à tout le monde, pas seulement des chefs étoilés, mais de tous les gens qui font la cuisine tous les jours. Je crois que c'est vraiment une récompense pour nous. C'est comme ça que, pour vous, comme ça que je le prends. Maintenant, je ne suis pas spécialiste dans le classement qui a été fait à l'UNESCO, mais je suis tout à fait d'accord que le repas gastronomique français est unique. Quand on voyage, par exemple, dans les pays nordiques, à midi, ils ne mangent quasiment pas. Il m'est arrivé d'organiser des dîners, de faire des repas de gala là-bas, et pendant que je faisais la mise en place, vers 1h de l'après-midi, je dis quand on mange, je dis mais on mange pas. La brigade me dit, je dis mais moi donnez-moi un bout de pain, un bout de fromage, moi je tiendrai pas la journée. Et c'est vrai, il y a des pays où on a oublié complètement le repas de midi par le travail, et par culture, où ils mangent plus tôt le soir, à 5h30, 6h, ils vont dîner. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tendance à dire que c'est aussi, je parle parfois aussi alors on parle repas gastronomique des Français, mais de culture française du repas. C'est-à-dire que chacun, dans chaque pays, a une culture qui c'est ni mieux ni moins bien, ni quoi que ce soit, mais c'est un rapport particulier au repas. Et en effet, c'est quelque chose qui là a été quand même mis en avant, et évidemment à travers ça, les chefs, les cuisiniers, et pas seulement les chefs étoilés, ça c'est certain. En Tunisie, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, finalement, peut-être revenir sur ça, on va dire qu'il y a 3 éléments alimentaires, j'entends, qui ont été classés, dont 2 dossiers multinationaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petit rappel, ça a été dit hier, qu'on parlait d'inventaires nationaux. Il y a un inventaire national du patrimoine culturel immatériel, donc il y a, c'est ce que tu disais, une inscription sur cet inventaire national qui est la condition sine qua non pour une inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc en Tunisie, les 3 dossiers, tu peux... Oui, alors il y a eu un dossier sur le palmier dattier avec d'autres pays producteurs de dattes. 15 pays, je regarde. Oui, 15 pays donc, qui sont affichés d'ailleurs sur le site. On peut... Et sinon, après, il y a le couscous qui est maghrébin, 4 pays, Mauritanie, Algérie, Maroc et Tunisie, notons l'absence de la Libye, où le couscous qui est plus mangé qu'en Mauritanie. Donc, point d'interrogation. Donc, pour moi, en sachant que d'autres pays peuvent ensuite joindre. Ils peuvent joindre. Mais là, il y a l'absence, pour le moment, l'absence. Oui. Le couscous, pourquoi? Le couscous, quand même... Le couscous est très important au Maghreb parce qu'il s'agit d'un plat totem, le plat totem, le plat des fêtes, le plat qui regroupe la famille. Même aujourd'hui, la maman le fait le dimanche. Pourquoi? Parce qu'elle peut le faire. Sinon, donc c'est un plat qui se mange, qui est en rapport avec la convivialité, la commensalité. Mais aussi le couscous, il lie ces pays, mais il y a une diversité extraordinaire. Mais le couscous, ce n'est pas uniquement un plat. Le couscous, c'est une production. C'est la oula, c'est-à-dire que c'est la préparation traditionnelle du grain à la maison. C'est des symboles parce que chaque couscous festif a une symbolique bien déterminée, c'est des rituels. Donc c'est pour ça aussi. Et puis la diaspora
a rendu le couscous, a propagé le couscous un peu partout dans le monde, à un tel point qu'il y a des couscous français que personnellement je découvre. Il y a des couscous qui se font en France et qui ne s'en font pas, par exemple, en Tunisie. Et que la première fois, dans les années 80, quand je suis allée dans un restaurant pour manger un couscous, ah bon, tiens, ça, c'est un couscous. Pour moi, c'est différent de ce que je connais. Donc, le couscous est devenu aussi international. Pour l'harissa, puis après, il y a eu l'inscription en 2022 de l'harissa, qui est un produit purement tunisien. Mais avant l'inscription en 2022 de l'harissa, quand même, il y a eu plusieurs initiatives à l'intérieur de la Tunisie. Le festival de l'harissa depuis 2015 dans la ville de Nabeul, qui est l'emblème, hein, l'emblème du piment et l'emblème de l'harissa. Ce qui est important, c'est est-ce que cette inscription a influencé la consommation. Pour influencer la consommation, non. Les Tunisiens sont fiers, par exemple. Les Tunisiens sont fiers de l'inscription de l'harissa. Mais c'est quelque chose qui est dans leur vie quotidienne. Que ce soit qu'ils la mangent avec de l'huile d'olive et des olives, ils la mangent dans un casse-croûte ou ils la mangent préparée dans un plat. L'harissa est beaucoup plus présente que le couscous dans la vie du Tunisien. Mais par contre, on voit plus d'exportation. La Tunisie, je pense, en 2020, a produit 14 000 tonnes d'harissa. Elle a exporté, j'ai l'impression, 60 000 tonnes, mais il y a une évolution de l'exportation de 12 à 15% tous les ans. Donc je crois que là aussi, il y a un impact. Attention, parce qu'avec l'UNESCO, il ne faut pas parler économie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser entendre qu'il y avait une motivation économique. Oui, mais on remarque que comme la Tunisie est premier producteur mondial d'harissa, donc le pays exporte plus l'harissa. Et ce qui m'a un peu attiré mon attention, c'est le festival de 2023. Donc tout de suite, le festival de 2023, tout de suite après 2022, l'inscription de l'harissa. Un festival à Nabeul grandiose avec beaucoup plus de partenaires, la création de la route touristique de l'harissa. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est venu après l'inscription. Oui, donc des retombées concrètes. Des retombées concrètes sur le plan un très grand festival. Des retombées concrètes pour le couscous aussi, ce festival maghrébin du couscous. La 8e édition en 2025, j'ai remarqué quand même que le festival a été dans plusieurs villes de la Tunisie, avec des partenaires, plusieurs partenaires, beaucoup plus de partenaires, avec la présence des chefs dans les ateliers du festival du couscous. Alors, en sachant, hein, tu l'as dit, que d'ailleurs, encore une fois, ce ne sont pas des plats qui sont inscrits. Hein. Par exemple, l'intitulé exact pour le palmier dattier, c'est « Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associées au palmier dattier ». Pour le couscous, les savoirs, savoir-faire et pratiques liées à la production et à la consommation du couscous. Ouais. La date, par exemple, la date en Tunisie a une symbolique religieuse aussi. La date en Tunisie a une symbolique religieuse aussi. Donc quand on dit pratique, la date existe dans la pâtisserie tunisienne, la date existe même dans certains couscous en termes de décoration, comme le couscous du printemps dans la région du Nord, qui est un couscous blanc à base de viande d'agneau, mais juste parfumé au romarin, mais dans lequel on met des fruits secs et qu'on décore avec des dattes. Donc la date existe partout, la date existe dans le petit déjeuner, on croit qu'elle a des valeurs magiques. La date aussi existe dans la rupture du jeûne du mois de Ramadan,
surtout au début de la rupture du jeûne, parce que elle est liée au prophète. Donc aussi, il y a ce qui est très très important dans le patrimoine, ce n'est pas uniquement le produit en tant que tel, ou c'est toutes les pratiques, les rites, les mythes aussi, qui sont le récit mythique, la symbolique aussi, qui accentue la valorisation du produit. Laura, alors là, voilà, je parle plus du ressenti. Alors, c'est pas la chercheuse que je vais interroger, c'est l'italienne. Justement, sur les dossiers italiens, alors je pense à l'art du pizzaiolo, par exemple, napolitain. Et je crois, alors je sais pas où ça en est, normalement, il va y avoir une candidature italienne. Alors, je vais appeler ça la cuisine italienne, parce que j'ai pas l'intitulé exact en tête pour, incessamment sous peu, là, pour la prochaine proclamation. Alors, ton sentiment là-dessus, ce que tu sais éventuellement de cette candidature italienne, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, sur l'art des pizzaiolo napolitain, je suis née à Milan et j'ai grandi à Milan. Merci. Et ma famille vient de l'Émilie-Romagne, donc j'ai du mal. Tu n'es pas légitime? Non, je ne suis pas légitime. Et par contre, pour revenir à cette idée de pratique, etc., j'ai trouvé rigolo que dans la liste des critères que tu as évoqués tout à l'heure, pour le pizzaiolo, on est coché aussi la case art du spectacle. Hey, c'est pas anodin. Donc, on revient à cette idée que c'est peut-être pas la production de la pizza en elle-même, mais plutôt cette mise en scène qui renvoie à une idée d'hospitalité, hein, qui n'a pas que des critères négatifs, mais qui renvoie véritablement à la mise en scène d'un savoir-faire. Que moi j'aurais vu dans cette idée de faire de la farine et de l'eau quelque chose qui soutient un élément constitutif du repas, un peu plus tout autour de la Méditerranée que lié qu'à Naples en elle-même, en termes de qu'est-ce qu'on produit avec. Et j'ai regardé les PCI de l'Italie et ce que je ramène à notre idée d'alimentation, il y a l'inscription plurinationale de l'irrigation, l'inscription plurinationale de la transhumance, il y a le pizzaiolo, et puis il y a la diète méditerranéenne, qui est aussi une inscription plurinationale, et puis des choses beaucoup plus localisées. On disait hier que le patrimoine est multi-échelle. Tu peux avoir le repas gastronomique des Français et le carnaval de grande ville. Il y en a deux beaucoup plus petites qui sont donc la truffe, à Alba, et la vigne en gobelet à Pantelleria, mais qui renvoie encore à cette idée du paysage et de comment on produit un produit et comment on voit matérialiser dans le paysage un certain produit. Et en ce qui concerne cette inscription italienne, je pense que le titre va être la cuisine italienne entre durabilité et diversité bioculturelle. Là, il y a beaucoup de cases de cocher. Là. Voilà. Et entre-temps, le ministre de l'Agriculture a aussi renommé son ministère et il a réussi à mettre dedans souveraineté alimentaire. Sachant que cette idée de bioculturel renvoie à l'école des territorialistes italiens d'Alberto Magnaghi qui a construit cette idée de biorégion. Tout ce que je trouvais sur l'inscription, ça révèle vraiment du discours politique, en fait, d'un certain discours de fierté nationale. Il y a le Japon, il y a le Mexique, il y a la France, c'est pas entendable qu'il n'y ait pas l'Italie. Donc c'est un peu porté par ça. Et on disait toujours dans cette idée que le patrimoine est inconstruit, il y a aussi la question de qui se mobilise et quand. Qu'est-ce qui fait patrimoine? Ceux qui se sont en premier dit et en particulier à l'UNESCO. Les premiers qui arrivent à se faire inscrire à l'UNESCO, quelque part, raflent la mise sur l'inscription des mêmes objets par les autres après. Donc, soit on intègre une inscription plurinationale, soit, si l'argument a déjà été utilisé, on risque de se faire dire la représentativité de cet objet est déjà présente. Donc, il y a une vraie question de... il faut s'agiter pour faire reconnaître un patrimoine. Et autant on a fait au départ plutôt reconnaître un patrimoine en péril ou en raison d'une certaine risque de disparition,
Autant quand on se rend compte que ça peut marcher d'un point de vue du marketing territorial, de l'augmentation du nombre de touristes, du placement sur un marché, on commence à le faire aussi avec des biens de la quotidienneté, comme le harissa, qui est né, comme le café italien ou comme le pizzaiolo italien, pas du tout en train de disparaître, mais du coup, ça devient un vrai argument de construction d'un discours qui tend à mettre en valeur des produits, y compris des produits absolument du quotidien, hein, que tout le monde utilise et qui ne sont en aucun péril, mais qui peuvent attirer plus d'investisseurs, attirer des chefs, se réinventer sur leur présence dans les festivals, être plus visible à l'international, etc. Donc pour moi, il y a la double possibilité, celle de faire reconnaître un patrimoine parce qu'il est un peu menacé de disparition, ou faire reconnaître un patrimoine qui, au contraire, n'est pas du tout menacé, mais qui pourrait être plus visible, plus reconnu à l'international. D'ailleurs, il faut avoir en tête qu'il y a 2 listes du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, celle représentative et celle de sauvegarde d'urgence. En théorie, l'idée, c'était que celle qui devait primer, c'était celle de la sauvegarde d'urgence. Or, la réalité, c'est que c'est la représentative qui domine de très loin, parce que finalement, certains ne veulent pas stigmatiser non plus en expliquant qu'il y a des vrais problèmes, que tel élément est en crise, donc ils veulent le valoriser mais sans le stigmatiser. Donc ils le mettent sur la liste représentative et on continue avec les grands écarts, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain sentiment identitaire, mais sans que ça tourne à la fierté mal placée. Là, l'UNESCO ne veut pas de ça. On doit, il faut être lucide, avoir en tête qu'il y a, on l'a dit, une valorisation économique, hein, mais en même temps, attention, l'UNESCO ne veut pas en entendre parler, donc on est sans arrêt les fesses entre 2 chaises, j'oserais dire. Ouais, l'UNESCO, dès la Convention de 72, il a bien marqué valorisation. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière valorisation? C'est difficile de supprimer la partie retombée économique. Hein. Alors, mais d'ailleurs, on n'arrête pas de parler patrimoine culturel immatériel, mais toi, d'une certaine façon, discrètement, tu nous ramènes vers la Convention de 72, et c'est paysage culturel, parce que là tu prenais l'exemple italien, mais on a d'autres, et je pense notamment à des vignobles qui sont inscrits, ne serait-ce que le Val-de-Loire, qui sont inscrits sur la Convention de 72, et on est, alors là bon, je vais encore pas m'arrêter sur les termes, quand même dans du patrimoine alimentaire, à travers les paysages, comme tu le dis depuis tout à l'heure. Tu peux nous en dire un mot de cette question des paysages culturels, justement, qui est une autre façon de valoriser c'est un autre visage, oui, de ces patrimoines alimentaires. Certainement. Là, on est bien dans du matériel. Et à partir de 1992, il y a une catégorie spécifique créée au sein de l'UNESCO, en plus, disons, de la Convention de 72, qui va instituer les paysages culturels. Et parmi ces différents paysages culturels, il y a 4 différentes catégories. Il y a celle des paysages culturels vivants évolutifs. Et là-dedans, on retrouve tous les paysages productifs dans la viticulture. Et le lien avec le placement des produits sur le marché est assez rapide, hein, puisqu'il y a eu une vague d'inscription de paysages viticoles européens assez concentrés entre les années 2000 et les années 2010, jusqu'à quand il y a eu une pression par des pays qui ne pouvaient pas revendiquer la beauté esthétique des paysages viticoles pour que l'UNESCO arrête d'inscrire ces paysages viticoles sous prétexte d'une concurrence déloyale envers les productions viticoles des pays qui n'ont pas qui ont des vignes en grand paysage, en fait. Donc pas du tout lié à un aspect d'émotion esthétique provoquée par le paysage. Oui, donc on retrouve, là, je parlais de l'économique, je parlais de l'identitaire, évidemment, les rivalités politiques aussi qui jouent à plein, alors, dont le champ patrimonial n'est absolument jamais exempt. Ça, c'est une évidence. L'UNESCO, c'est les représentations politiques des pays qui votent. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, on voit bien sur certains dossiers, j'ai envie de dire, je pense par exemple au pain Lavache arménien, qui est l'objet d'un dossier à part, qui a dû être déposé en premier, alors qu'il y a un pain tout à fait similaire qui est, lui, commun à différents pays musulmans, et notamment des pays turcophones, et à la Turquie au premier lieu. Un dossier commun aurait dû s'imposer. Je dirais même, c'est l'esprit de la Convention de 2003.
Hein. Donc, mais là, l'UNESCO a laissé faire ces deux dossiers distincts, les a laissés exister. Donc en effet, il y a toujours ces rapports de force. Il y aurait d'autres exemples. Hein. Le borscht ukrainien, on est peut-être... mais même à l'intérieur de la liste du patrimoine national français, il y a 5 fois le même élément, mais à 5 endroits différents. C'est une liste qui se multiplie. Je crois la boule de Fort d'Angers et celle de Nantes et celle de... Il y en a plusieurs qui se déclinent dans des déclinaisons régionales ou locales. Et on retombe justement sur cette... finalement, sur ce lien des régions, des individus qui fait qu'il y a une affirmation d'une spécificité, alors que peut-être le point de vue, on va dire, je sais pas, de l'anthropologue, de l'historien serait autre, un point de vue plus distancié, expliquant que ce sont des déclinaisons d'une même famille et qu'on pourrait finalement associer tout ça. Oui, absolument. Mais c'est souvent les réponses d'ICOMOS, en fait, qui est l'organisme consultatif pour les biens culturels de l'UNESCO. C'est lui de dire, en fait, il faudrait faire une inscription multinationale. Et là, les représentants politiques disent, non, en fait, c'est un pays avec lequel il n'y a pas de frontières depuis 30 ans, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur une inscription de patrimoine, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tous ces enjeux se mêlent sur un terrain où souvent on prétend qu'il n'existe pas. Ouais. Donc c'est une sorte de vue de l'esprit. On pense au patrimoine comme étant apolitique. Qu'il l'est essentiellement, absolument. On va peut-être passer aux questions de la salle. Enfin, j'avais d'autres questions, mais bon, faut que je me calme un peu parce que quand même, il faut que je cède un peu la parole. Donc, question de la salle. Y en a-t-il ? Tout le monde connaît le succès des Journées du patrimoine depuis quelques décennies maintenant. Quelle est la place de l'alimentation et de la cuisine dans les Journées du patrimoine ? Moi, je n'ai pas fait d'enquête, mais dans mes souvenirs, je n'ai pas l'impression que... Je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs autour de cette thématique. Je me souviens, il y a bien des années, une commune du Cotentin. Alors évidemment, il y avait l'église, des manoirs, et puis la culture des poireaux, qui était une spécificité avec des savoir-faire particuliers à cette commune. Alors M. Berlin pourrait nous dire peut-être quelque chose sur l'Alsace. Et puis, Loïc, est-ce qu'il y a une recherche de l'IEHCA sur la place de l'alimentation et de la cuisine dans les Journées du patrimoine ? Alors je pense près de l'Alsace, il y a la Franche-Comté, où il y a les fruitières, certainement. Mais je pense peut-être qu'il y a des visites organisées, mais je ne suis pas du tout au courant. Et du point de vue culinaire, et je pense, à part, comme vous disiez, il y a fruitières de comté, autrement, non, je vois pas vraiment de visites ou de restaurants ouverts ou de lieux ouverts dédiés à la cuisine et au patrimoine culinaire. Non, c'est vrai, vous avez raison, mais pourquoi pas ? Alors que l'auberge de Lille pourrait être considérée comme... On est ouvert le dimanche, évidemment, c'est un dimanche, mais on est ouvert pour les clients. Parce que le lieu lui-même est quasiment patrimonial. J'allais dire, de part, non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme c'est des lieux publics qui sont ouverts tout le temps, donc je pense que... Voilà. Bon, désolé, mais je ne peux pas vraiment vous répondre. Vous avez une réponse ? Dans mon pays, il y a la semaine du patrimoine et la cuisine existe, mais à côté d'autres éléments patrimoniaux dans cette journée-là, comme le vêtement, la musique, voilà. Mais avec une vraie... C'est affiché comme... un type de patrimoine à valoriser. C'est pas juste pour accompagner d'autres événements. Non, c'est juste le patrimoine à valoriser dans plusieurs villes, notamment dans la ville de Tunis. Les gens mettent les vêtements traditionnels. On présente de la cuisine traditionnelle. On écoute de la musique traditionnelle, des danses traditionnelles, etc. Mais c'est l'Institut national, justement, du patrimoine, le ministère des Affaires culturelles qui organise ces journées. Et puisque ces journées sont européennes en Italie, est-ce que c'est l'occasion de valoriser les patrimoines ? Pas vraiment. Les journées de patrimoine seront encore vues d'un point de vue plutôt monumental. Mais sachant qu'en plus, l'idée, c'est aussi d'animer le patrimoine, et donc les événements se multiplient entre la nuit des musées, les journées du patrimoine, plein de
les ouvertures des fermes, par exemple, les visites des fermes sur d'autres week-ends qui ne sont pas labellisés comme patrimoine. Mais finalement, l'idée, c'est vraiment de multiplier autant que possible les événements pour animer. D'ailleurs, pour répondre à la question, je dirais que c'est un peu ce que fait l'IHCA aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement des actions associées à la journée du patrimoine. On passe l'année à valoriser le patrimoine. Vous voyez, donc on fait une pause durant les journées du patrimoine. Non, mais sérieusement, c'est finalement tellement le fil rouge de nos actions. Paradoxalement, peut-être, oui, les journées du patrimoine, la Villa Rabelais est ouverte et on l'a fait visiter, mais en tant que lieu, d'ailleurs, on retombe un peu sur le côté monument, mais on n'a pas d'action spécifique, enfin, sauf si quelque chose m'échappe, ce qui serait un peu criminel, associé aux journées du patrimoine, pour ce que fait l'IEHCA. Par contre, dans ce qui fait le HEA, c'est que dans sa programmation culturelle, toutes les conférences, présentations, etc., sont systématiquement associées à de la dégustation. Absolument. Ça permet de faire venir du monde. Tu sais. Oui. Jean-Robert. Rapidement, mais je vous passe le micro après. Juste une petite remarque, déjà un petit clin d'œil à Marc Eberlin. Un de mes plus grands souvenirs gastronomiques, c'est un bake-off qui avait été concocté avec amour par une amie il y a une trentaine d'années. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil de ressenti gastronomique. Moi, j'avais une question parce que ça fait une dizaine d'années que je viens régulièrement, que j'assiste aux rencontres François Rabelais. Il y a un serpent de mer qui revient régulièrement, c'est l'éducation à l'alimentation. J'ai pas l'impression que les choses... Alors, je ne sais pas s'il y a des hauts représentants de l'éducation nationale aujourd'hui dans la salle, mais j'ai pas l'impression que les choses bougent beaucoup au niveau de l'intégration dans les programmes officiels dès l'école maternelle, puis après évidemment dans le primaire et le secondaire, d'une place, d'une éducation qui soit à la fois pratique, effectivement, de remettre des cours de cuisine, mais aussi de montrer effectivement ce qu'est le cassoulet, ce qu'est le bœuf bourguignon, les différentes régions de production, le vin, etc. J'ai l'impression que les choses ne bougent pas du tout. Alors j'espère que vous allez me contredire et me dire que les choses évoluent, parce que depuis tout à l'heure, on constate régulièrement qu'il y a une baisse de l'activité cuisine dans les familles, une baisse de transmission du patrimoine justement de la cuisine dans la sphère privée. Donc est-ce que la sphère, l'institutionnel peut prendre le relais, va enfin prendre le relais, ou est-ce que ça n'arrivera jamais ? Si je peux, un petit élément de réponse, je ne suis pas sûre que la sphère institutionnelle suivra, mais au niveau des écoles, des équipes, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ça. Nous, dans un projet de recherche qu'on est en train de clôturer, on avait inséré cette question au niveau des lycées. Et on a trouvé des équipes d'enseignants hyper motivés pour insérer la question dans diverses disciplines, parce qu'en plus, il faut qu'ils s'organisent entre enseignants de différentes disciplines pour que le programme puisse coller au programme ministériel, etc. Donc, et sur 3 ans, sur 3 lycées en région, on a travaillé avec les étudiants des lycées et des BTS, avec une très grande implication des équipes. On s'est dit aussi que pour le prochain projet, on va redescendre et pas rester dans le secondaire parce que c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, on pense au primaire et au collège. Mais du coup, on a trouvé un vrai répondant auprès des collègues qu'on a interpellés. Et au niveau de la ville de Tours, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives à travers la cuisine centrale, à travers les équipes de la cuisine centrale, d'éducation à l'alimentation, la semaine du goût. Enfin, ça part pas vraiment de la remise en question des programmes ministériels. Je pense que ça, c'est beaucoup plus résilient, si on veut utiliser ce terme, sur le temps, mais qu'au niveau local, il y a plein de choses qui peuvent être faites sans déranger le cadre et qui permettent de faire avancer un peu ces questions. Oui, vous avez entièrement raison. Je peux en parler d'autant plus que mon épouse est dans l'éducation nationale et depuis 12-13 ans, elle a créé l'État Mulhouse, donc où il y a beaucoup de nationalités différentes. Dans les écoles, elle a vu beaucoup de pauvreté et à travers les jeunes, les enfants, elle a créé une école de cuisine multiculturelle avec des gens de plusieurs nationalités où elle a ouvert ce lieu au public et puis elle forme des jeunes
qui sont en insertion, qui attendent leurs papiers, ou des jeunes qui ont eu des problèmes avec la justice, et qu'elle réinsère comme ça. Et certains réfugiés ont très bien réussi. Je pense à 2 ou 3, dont un jeune Tibétain qui est devenu le second de Frédéric Anton à la Tour Eiffel. Il a fait le CAP à travers elle, il a travaillé chez nous. Et puis là, elle a ouvert un 2e centre où elle fait des repas à la Fonderie de Mulhouse, à l'université, où elle fait des repas avec les jeunes et pour 3 € pour les étudiants. Et là, récemment, il y a 2 mois, elle a ouvert dans une maison de retraite parce qu'elle croit vraiment à l'intergénérationnel entre les personnes âgées et les plus jeunes, ou des jeunes qui ont eu des problèmes, a ouvert un salon de thé dans la maison de retraite où les personnes âgées amènent leurs recettes, quelquefois aidées par mon ancien chef pâtissier qui est à la retraite et qui, pendant 2 jours par semaine, aide. Et vraiment, elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens de l'éducation nationale dans différentes villes de France qui font ce travail aussi. Et donc là... Non. Merci. Pour toi, c'est pour Isabelle. Oui, c'est pour Isabelle. Merci pour elle. On revient sur la transmission à chaque fois, mais alors c'est vrai que là, c'est des réponses partielles, évidemment. On est plus des initiatives individuelles. On ne va pas se permettre, enfin en tout cas, de répondre sur l'institutionnel et sur l'éducation nationale en tant qu'institution. Ça c'est certain. Une dernière question, Jean-Robert, tu vas conclure. Ben, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Quand on parle de patrimoine, et là on vient d'en parler beaucoup, on a l'impression qu'on défend des choses très anciennes, éternelles, qui n'ont jamais bougé et qu'il faudrait maintenir et faire vivre. Moi, ma question, alors bon, bien entendu, on a parlé d'harissa, c'est le piment qui est venu d'Amérique. On a parlé de cassoulet, le haricot vient d'Amérique. De la pizza, la tomate vient d'Amérique. Donc il y a eu des innovations tout au long de l'histoire et ces innovations sont devenues patrimoniales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples d'innovation en matière culinaire qui pourraient devenir patrimoniales et qui pourraient un jour demander leur inscription au patrimoine de l'UNESCO alors que ça n'existait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Donc, quel est le processus enfin, quel est le rapport entre innovation et patrimonialisation? Oui, en fait, il y a deux représentations chez les gens du patrimoine. Il y a ceux qui pensent que le patrimoine est tradition figée qui n'évolue pas. Mais ceci n'est pas vrai, il n'est pas réel, parce que la cuisine a cette capacité d'adopter, d'adapter. Il y a toujours un changement perpétuel sur un fond de longue durée. Il y a des fonds, pour reprendre un terme donc géographique de Lucien Febvre, il y a des fonds culinaires qui sont des fonds culinaires qui existent toujours. Mais sur ces fonds culinaires, il y a des choses, il y a des additions, il y a des substitutions, mais aussi il y a de la rénovation, de la création. Pour ne prendre qu'un exemple en Tunisie, je prends l'exemple de la pâtisserie tunisienne. Maintenant, quand on voit les maisons de pâtisserie, les maisons gastronomiques en fait de pâtisserie tunisienne, nous allons trouver les classiques, mais nous avons trouvé énormément de créations, toujours avec les mêmes produits, mais des créations esthétiques. Il y a une esthétisation de la cuisine. Il y a l'ajout, par exemple, du chocolat dans certaines pâtisseries à base de pistache ou à base d'amandes ou à base de noisettes. Il y a l'influence de la création pâtissière française, les mignardises, mais on va trouver des mignardises dont le goût est tunisien, avec de l'eau de fleur, du bigaradier ou de l'eau de géranium ou de l'eau de rose. C'est-à-dire, il y a de la création, mais les bases ne se perdent pas. Mais en même temps, il y a des plats qui sont venus d'ailleurs, comme d'Italie, par exemple, ou comme beaucoup, la cuisine italienne a beaucoup influencé la cuisine tunisienne avec l'immigration italienne du XVIIe siècle
jusqu'au XVIIIe siècle. Mais ces influences italiennes sont revendiquées aujourd'hui comme des spécialités tunisiennes. Les gens ne savent pas que ces gâteaux sont, par exemple, des gâteaux sont d'origine italienne. Ou les pâtes, il y a des pâtes à la tunisienne. Mais là, c'est considéré comme étant patrimoine tunisien et non patrimoine italien. Donc, au contraire, moi, je pense, mon avis, est que figer une cuisine, ça la tue. Figer, au contraire, le patrimoine, il y a de l'innovation perpétuelle dans le patrimoine. Moi-même, qui reproduis dans ma cuisine la cuisine de mes grands-mères, j'essaye d'innover, de mélanger, de créer, mais je reste toujours ici dans des saveurs du pays, dans des odeurs du pays. Voilà. La rénovation est très importante. On cherchait comment conserver le patrimoine. Là, on y est. Si on pense que les influences italiennes dans la cuisine tunisienne sont aujourd'hui revendiquées comme patrimoine tunisien, c'est bon. On a trouvé comment conserver. Et sur l'innovation, pour moi, c'est fondamental. Et c'est bien les chefs qui fondent l'innovation à partir de la tradition. Dans la préparation des pâtes italiennes, il y a de la rissa. Et il ne faut pas oublier, les Italiens ont volé les pâtes aux Alsaciens, les spätzle. On ne les a pas volés aux Chinois ? Bon voilà, donc c'est une histoire d'emprunt, de vol, d'influence. Donc la meilleure façon de conserver le patrimoine, c'est de le faire évoluer. Écoutez, ça va être le mot de la fin, là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette table ronde et ces échanges.